va commencer avec les tendances donc, pour le marketing de contenu en 2020. Donc, le marketing de contenu connaît un essor important depuis plusieurs années. Il s'agit d'une activité très stratégique donc, pour les entreprises B2B à chaque étape du parcours client. Si désormais les professionnels du B2B ont augmenté leur cadence donc, de publication, ont diversifié leur format et ont multiplié donc, les plateformes de distribution, force est de constater que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur donc, des attentes aujourd'hui, malgré le travail donc, qui a été effectué. Donc, sans plus tarder, je vous propose donc de commencer avec quelques tendances pour 2020. Et on va tout de suite enchaîner avec les formats, qui sont toujours un sujet un peu standard. Donc, quel format privilégié pour 2020? Les articles de blog, les e-books et le format donc, vidéo. Donc, les articles de blog et les e-books sont des compagnons de longue date des professionnels donc, du B2B. Ils ont montré donc, au fil du temps qu'ils pouvaient être de solides atouts selon la position donc, de l'internaute dans le tunnel de conversion. Ils vont s'intégrer parfaitement donc, dans ce tunnel, mais à des degrés différents dans les phases donc, plutôt de découverte et de considération. Les articles, les blogs plutôt, permettent de publier du contenu textuel et ils existent depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 600 millions de blogs, je pense, dans le monde. Toutefois, je constate qu'aujourd'hui, en 2019, il est encore difficile de pouvoir avoir un blog. Donc, c'est vrai pour les entreprises donc, du B2C, mais c'est également vrai pour les entreprises donc, du B2B, et peut-être avec un peu plus de surprise, me direz-vous. Donc nous, c'est vrai qu'on a quand même quelques clients donc, en B2B, et on constate plusieurs schémas. L'entreprise qui ne va pas encore avoir de blog en 2019, l'entreprise ensuite qui va avoir un blog, mais qui ne va pas le gérer de manière optimale, c'est-à-dire qu'on va retrouver peut-être trois articles donc, qui sont publiés par mois, et ensuite on va avoir des thématiques qui ne sont pas donc, optimales. Par exemple, ça va être très centré sur les actualités donc, de l'entreprise plutôt que sur les problématiques du marché. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un ami il y a 2 mois et qui travaille donc pour une entreprise, un éditeur de solutions SaaS en B2B. Et il m'a annoncé donc que son entreprise souhaitait mettre un terme donc à la publication d'articles sur leur blog. Et il justifiait en disant que le blog en fait avait un trafic qui ne convertissait pas. En parallèle, ils avaient fait donc des Facebook Ads, et ces Facebook Ads, avec tant de budget, ils réussissaient à avoir donc tant d'inscrits. En tant qu'experte social media depuis 10 ans et agence donc qui fait des social ads, ne comptez pas sur moi pour vous dire que les social ads, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est quand même un sujet récurrent donc, quand on touche à cette thématique. Mais d'un autre côté, moi j'ai commencé mon activité donc, sur le digital grâce à un blog. Et c'est ce blog qui m'a permis de construire ma notoriété et ensuite de pouvoir générer des leads jusqu'à créer donc mon entreprise. Si je regarde du côté des solutions, donc des éditeurs de solutions SaaS, HubSpot, qui excellent dans le marketing de contenu, allez donc leur dire qu'ils peuvent arrêter de bloguer parce qu'ils ont suffisamment de notoriété aujourd'hui. Ou alors qu'ils doivent avoir comme seul canal d'acquisition
les Google Ads ou les Facebook Ads. Donc de mon point de vue, il s'agit de deux stratégies différentes mais complémentaires, l'une étant donc à court terme, l'autre étant plutôt long terme, et la différence principale réside dans le fait que lorsque vous n'avez plus de budget à injecter sur vos ads, à ce moment-là, vous ne pouvez plus donc générer de leads. Contrairement donc aux articles de blog, ce qui m'amène à mon deuxième point, ces articles vont permettre donc d'introduire différents types de contenus et notamment donc des e-books. Donc les e-books sont des outils excellents pour pouvoir générer des leads, également pour montrer votre expertise et partager donc un leadership éclairé. N'oubliez pas que vos clients ont des problèmes, ils ont aussi des questions et ils recherchent donc des solutions. Si la tendance veut que les articles de blog soient plutôt longs, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour des raisons liées donc au référencement, on peut être sur des articles de 2000 à 2500 mots. Les e-books donc doivent pouvoir générer encore plus de contenu qualitatif. Alors je ne dis pas que plus c'est long, plus c'est qualitatif, mais plus c'est long, plus vous allez avoir de temps pour pouvoir traiter donc un sujet en profondeur. Donc, pour conclure sur les e-books, il est important que vous puissiez donc délivrer ce que vous avez promis et également délivrer un e-book qui soit qualitatif. Si vous ne remplissez pas ces deux conditions, vous allez à ce moment-là décevoir votre audience, ternir votre réputation et ensuite perdre donc définitivement des clients potentiels. Troisième format, celui de la vidéo. Selon les prévisions de l'indice Cisco Visual Networking Index, d'ici 2021, 82% du trafic IP sera dédié à la vidéo. Donc il s'agit d'un format qui est extrêmement populaire et l'engouement que l'on connaît actuellement est lié à une modification donc des attentes des consommateurs en matière donc de contenu. On pourrait croire que la vidéo est réservée seulement aux entreprises donc B2C, mais il n'en est rien, comme le montre donc cette étude de BuzzSumo sur les entreprises donc du B2B. On peut voir que la vidéo est le format qui va générer donc le plus de backlinks et de partages sociaux au fil du temps. YouTube est la plateforme donc référente pour les vidéos en ligne. 1 milliard donc d'heures de vidéos y sont visionnées tous les jours et ces dernières vont générer à leur tour des milliards donc de vues. Mais d'autres acteurs se sont appropriés ce format. Leurs algorithmes vont pousser donc ces vidéos natives dans le fil d'actualité des utilisateurs pour leur donner une meilleure distribution, comme c'est notamment le cas sur LinkedIn, donc avec les vidéos natives. Facebook est le concurrent direct le plus important de YouTube, même si ses ambitions ne s'arrêtent pas donc à YouTube, mais il regarde vraiment du côté de la télévision. Et sur cette plateforme, on peut voir également que la vidéo est le format qui génère donc le plus d'engagement. En résumé pour cette partie, le contenu textuel digital restera donc une valeur sûre. Ensuite, la vidéo va continuer donc son essor et prendre de l'importance dans les stratégies de contenu B2B. Il faudra donc privilégier la qualité plutôt que la quantité.
surtout en raison du contexte que nous avons où il y a vraiment une suractivité, une sursollicitation, donc une surinformation, et qui explique également que nous avons de plus en plus de difficultés à toucher nos audiences et à faire émerger un contenu, donc même lorsqu'il est donc qualitatif. Ensuite, comme vous allez moins publier, mais publier de meilleure qualité, il vous faudra donc penser à une stratégie de distribution efficace. Et pour moi, donc, ça passe par l'intégration de la publicité et des influenceurs, donc B2B. Tendance numéro 2, en 2020, où nous serons avec l'intelligence artificielle ou nous ne serons pas. Donc je vous provoque un petit peu, mais je souhaite surtout faire passer un message sur l'importance que va prendre l'intelligence artificielle dans les stratégies de content marketing B2B. Donc l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'un programme informatique à reproduire donc un comportement humain, c'est-à-dire apprendre, penser, communiquer, résoudre des problèmes, réfléchir. L'intelligence artificielle est composée de différentes technologies. Donc nous avons l'apprentissage automatique et le deep learning. Et dans nos activités digitales de tous les jours, nous utilisons déjà, sans le savoir ou pas, de l'intelligence artificielle. Si je prends mon cas, lorsque j'utilise une solution de marketing d'influence, je vais demander donc à l'outil de pouvoir identifier ou de me donner des données comportementales ou des données plutôt démographiques sur l'audience d'un influenceur pour voir si ça va matcher avec ce que notre client donc veut. Et à ce moment-là, l'algorithme va pouvoir donc me retourner effectivement ces informations. Alors je vous rappelle que lorsque les utilisateurs donc s'inscrivent sur ces plateformes sociales, ils ne communiquent pas toutes ces données. Donc là, la solution va utiliser de la reconnaissance faciale et du deep learning pour pouvoir donc me retourner ces datas. Ensuite, pareil, lorsque j'utilise un logiciel donc de listening et que je veux identifier du contenu qui a été publié le mois dernier donc sur la marque Orange, je vais vouloir avoir des informations donc seulement sur la marque Orange, mais pas sur la couleur et pas non plus sur le fruit. Donc là, la solution va utiliser du machine learning et je vais pouvoir entraîner donc l'algorithme à pouvoir identifier seulement le contenu donc qui est important pour moi. Mais qu'en est-il de l'impact sur le marketing donc, de contenu? Donc, je vous ai sélectionné 3 cas de figure, mais sachez qu'il en existe beaucoup plus. Nous disposons aujourd'hui de volumes importants, gigantesques, de données. Donc, l'intelligence artificielle va permettre de traiter toutes ces données, de les traiter très rapidement, et d'en extraire des segments beaucoup plus ciblés que ce que nous faisons actuellement sans l'intelligence artificielle. Nous allons pouvoir produire donc du contenu qui sera hyper ciblé, qui va pouvoir délivrer des expériences qui vont être donc uniques, authentiques et hyper personnalisées. Dans le processus, nous allons étudier 2 choses. Les segments, donc ça veut dire les données comportementales, les données démographiques, les centres d'intérêt donc des personnes, et nous allons intégrer, étudier, c'est ça qui est intéressant, les variables. Les variables, c'est la géolocalisation donc en temps réel et le contexte de la situation. Et ça, nous pouvons le faire qu'avec l'intelligence artificielle. Deuxième cas de figure, avec tout ce qui va être analyse prédictive. Donc l'analyse prédictive nous permet de prédire un événement suite à l'analyse, à l'étude de données. Donc cette technologie va s'appuyer sur différentes tactiques telles que l'exploration donc de données, la modélisation et l'apprentissage donc automatique.
2 exemples à vous donner pour le marketing de contenu. Donc en amont, on va avoir actuellement le lead scoring prédictif. Donc avec cette technologie, on va pouvoir donc attribuer un score à un utilisateur selon qu'il est qualifié ou pas, selon en fait si c'est vraiment un lead pour l'entreprise. En décidant de communiquer davantage donc aux utilisateurs, aux prospects qui sont les plus susceptibles de devenir des clients de votre entreprise, vous allez optimiser automatiquement donc les performances de votre stratégie de contenu. Par ailleurs, vous pouvez également, donc, en fonction du type d'outil que vous utilisez, obtenir des recommandations sur le type donc, de contenu que vous allez pouvoir utiliser. Cette fois-ci, on passe en aval de la strate de contenu et sur les outils de Social Media Analytics. Donc, nous avons un timing prédictif qui va nous dire quand est-ce que je dois publier mes publications sur les réseaux sociaux pour avoir donc un maximum de visibilité et éventuellement d'engagement en fonction de la qualité donc de mon contenu. Alors contrairement à ce qui se fait, et là on va surtout étudier en fait actuellement donc plutôt les données quand les personnes sont en ligne. Là, ce qu'on va faire, c'est étudier des données comportementales et prédire justement quel va être le pourcentage de visibilité en plus que vous allez obtenir lorsque vous allez donc publier aux heures qui vont être recommandées. Ensuite, on peut avoir des outils qui vont nous aider pour la distribution de notre contenu et optimiser également donc tout ce qui va être la promotion sociale sur la partie média. Donc là, l'outil va attribuer donc un score et va nous dire si notre contenu, et ça c'est ça qui est important également, que l'on vient juste de publier, va justement être performant ou pas. Donc l'outil peut prédire si effectivement ce que nous avons publié va donner de bons résultats en termes d'interaction donc organique. Et lorsque nous savons donc comment est-ce que nous devons orienter notre budget donc publicitaire, notamment donc sur Facebook, nous améliorons donc également nos performances. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir comparer donc les stratégies publicitaires sur Facebook de notre marque, mais également avec celles des concurrents. En troisième point, donc, nous avons les chatbots qui sont des robots conversationnels qui permettent de générer des conversations entre les utilisateurs donc, et les marques. Alors en B2C, on va les utiliser beaucoup pour le service client et également pour le social commerce. Et en B2C, ça sera davantage pour la génération donc, de leads. De mon point de vue, on ne les utilise pas suffisamment aujourd'hui en B2B pour tout ce qui va être stratégie de contenu et notamment donc la distribution. Donc là, nous avons un exemple d'un chatbot donc, de HubSpot. Et si vous cliquez donc sur les deux premiers choix, vous êtes qualifié, vous êtes un lead. À ce moment-là, il y a une personne qui va rentrer dans le chat pour pouvoir continuer la procédure. Si jamais vous n'êtes pas qualifié, à ce moment-là, le chat va se fermer et avant de se fermer, vous allez avoir une proposition donc vers deux types de contenus complémentaires, mais qui n'est pas personnalisé. Donc ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'au lieu de perdre ces personnes comme ça, c'est de les faire rentrer dans un tunnel donc, de conversion et de pouvoir leur délivrer, suite à une série de questions-réponses, du contenu qui va être donc personnalisé en fonction de leurs attentes et ensuite que l'on va pouvoir donc nourrir tout au long donc, du tunnel pour espérer à un moment donné donc, les voir, pouvoir les convertir. Donc pour conclure sur ce point-là, l'intelligence artificielle est déjà une réalité dans les stratégies de contenu, mais elle va avoir un impact croissant dans les prochaines années.
de la rédaction autonome de contenu. Ça, l'intelligence artificielle aujourd'hui sait déjà produire du contenu en mode autonome. À son optimisation, on vient de le voir, et ensuite à l'implémentation donc de nouvelles fonctionnalités dans des modes de communication qui existent déjà. On va en entendre parler de plus en plus. Pour les marques, lorsque vous allez donc accéder à des données auxquelles vous ne pouvez pas avoir donc accès actuellement sur l'intelligence artificielle. Également pour ces marques qui vont avoir des analyses qui sont liées à des assistants marketing, et je pense notamment à Watson d'IBM. Ces données, ces analyses vont représenter des avantages concurrentiels comparativement aux entreprises avec lesquelles vous êtes en compétition. Ça, il ne faut pas vous tromper. Donc je pense qu'il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une technologie à la mode en ce moment, d'un buzzword. Bah oui. Et d'une technologie donc qui est réservée à quelques happy few, mais que ça va vraiment transformer notre manière de pouvoir effectivement communiquer avec le contenu. Donc à charge pour les entreprises de pouvoir s'ouvrir dès à présent donc à ces technologies, et aux éditeurs de solutions de pouvoir les intégrer donc dans les services qu'ils proposent. Donc on les trouve actuellement plutôt sur des services premium, et moi bien entendu ce que j'aimerais également voir, c'est un accès pour les PME et les TPE également. Donc troisième tendance, le podcast. Donc le podcast est une série d'épisodes au format audio d'un programme que l'on peut trouver donc sur Internet. Donc ce n'est pas le format dans lequel les marques vont investir massivement l'année prochaine. Par contre, c'est un format qui est en pleine explosion, y compris en France depuis 2018. Donc nous avons quelques études pour la France, mais elles concernent seulement donc des podcasts qui sont liés à des médias, à des radios. Or nous, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, ça va être le podcast natif qui est créé par exemple donc en mode indépendant par des marques. Donc pour ceux d'entre vous qui s'interrogent sur l'opportunité de pouvoir donc créer un podcast l'année prochaine, voici quelques points de réflexion donc, que j'aimerais vous soumettre. Donc, le podcast est un format propriétaire au même titre que le blog. Ça veut dire quoi ? Tout simplement que vous êtes propriétaire de votre contenu. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, par exemple, vous êtes sur les plateformes d'une autre entreprise. Et en fonction donc des changements, des règles, etc. de la plateforme, vous allez être plus ou moins dépendant donc de ce qui va se passer sur ces plateformes, y compris pour votre contenu. Lorsque vous créez un podcast, vous allez éditer donc des fichiers audio, vous allez les héberger sur une plateforme donc spécialisée, et ensuite vous allez par exemple donc les publier sur votre blog. Et c'est tout. Après, par la suite, il faudra bien entendu les diffuser sur des annuaires donc, de podcasts. Mais retenez que que ce format voilà, vous appartient, que vous en faites ce que vous voulez. Alors, en deuxième point, le podcast va vous permettre de partager, donc de montrer votre expertise, en particulier lorsque vous êtes sur une prestation où vous êtes en mode solo. J'ai un contre-exemple qui arrive juste après. Et ce qui est intéressant, effectivement, donc, dans le podcast donc, Marketing School, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce podcast ? Non ? De Neil Patel, oui, 3 personnes. De Neil Patel et d'Eric Siu. Donc ça va être un format très court de 10 minutes tous les jours. Alors je crois que c'est du lundi au vendredi, où ces deux experts vont répondre en fait à des sujets
et vont donner des conseils surtout super pratiques pour pouvoir sur des thématiques liées donc à l'internet marketing. Donc ça va être par exemple la génération de trafic, le marketing de contenu, la publicité Facebook, etc. Notez que pour Neil Patel, il est quand même relativement, il arrive relativement tard donc sur cette niche, étant donné que les experts aux États-Unis qui ont leur renommée ont déjà un podcast depuis à peu près 5 ans. Le podcast va vous permettre également de développer la notoriété donc de votre marque. Si vous réussissez à faire de votre podcast un élément qui va être vraiment populaire, à ce moment-là, votre marque va être reconnue en tant que leader ou en tout cas marque référente sur votre secteur donc d'activité dans votre industrie. Donc un bon exemple est le podcast de Social Pro donc de l'agence Convids et Converts. À sa tête donc le CEO qui est un expert social media réputé qui est Jay Baer et qui a pour la personne qui l'accompagne est une personne en fait de chez Salesforce. Et donc tous les deux ont choisi un format plutôt long, autour de 40 minutes, une fois donc par semaine. Et là, ils vont interviewer donc des professionnels qui sont reconnus au sein de leur industrie. Et ce professionnel va partager des conseils, pouvoir rebondir donc sur l'actualité et parler donc des tendances. Donc ça aussi, c'est un autre format qui marche plutôt bien. Et ensuite, nous avons donc la diffusion en fait de votre marque auprès d'un public donc que vous ne touchez pas encore. Vous avez peut-être un blog, et c'est pas parce que vous avez un blog que tout le monde a forcément le temps de pouvoir lire à chaque fois les articles que vous publiez, etc. C'est vrai que moi, des professionnels que je connais apprécient de pouvoir optimiser également leur temps dans la voiture, dans les transports en commun, et de pouvoir effectivement écouter des podcasts. Et lorsque vous les diffusez donc sur les plateformes telles que iTunes, etc., donc vous accédez à une audience donc très importante. Quelques points également pour terminer sur ça. La faible compétition. Tout à l'heure, je parlais de 600 millions de blogs dans le monde contre, je crois que c'est 500 000 podcasts sur iTunes. Donc, si on fait un comparatif entre les deux, comme on dit, il n'y a pas photo. Et en plus, en France, on s'est lancé, on a toujours un petit peu de retard en fait sur les États-Unis, et on s'est lancé beaucoup plus tard. Donc, effectivement, le marché est plutôt favorable aujourd'hui pour pouvoir se lancer. Dans quelques années, ça sera plus difficile de pouvoir se lancer dessus. Ensuite, un taux de délivrabilité quand même qui est à faire pâlir, 100%. J'aimerais bien que nos campagnes d'emailing aient un taux de délivrabilité également de 100%. La fidélisation et rétention, on sait que 82% donc des personnes qui choisissent d'écouter un podcast le font donc jusqu'au bout ou pratiquement donc jusqu'au bout. Il y a un élément également que j'ai oublié donc d'écrire, ça va être le référencement, puisque les podcasts depuis très peu sont indexés donc dans les résultats de la recherche de Google. Donc pour terminer, oui, il s'agit d'un format de niche, mais qui gagne de plus en plus en popularité. Donc pour pouvoir vous décider par rapport à ça, vous pouvez considérer les éléments que je vous ai donnés, faire également une étude de concurrence, regarder ce que vos concurrents donc font, qu'est-ce que cela rapporte en termes d'audience, etc. Et ensuite voir au niveau donc de votre industrie si c'est pertinent pour vos cibles. Un dernier point, comme pour le blogging, soyez conscient qu'il va vous falloir donc investir du temps, investir des ressources humaines, et que ça ne peut fonctionner que si vous êtes régulier. Dernier point, donc l'algorithme de Google. Donc ça, ce n'est pas une tendance. Moi, je le vois plutôt comme une menace, mais certains vont le voir comme une opportunité. Alors pour ça, je vais passer, parce que j'ai quelques chiffres que je ne connais pas par cœur, donc je vais passer
J'ai un mot de passe. Moi aussi. Ah, c'est pas le tien. C'est bien, on a fait des mots de passe. Il y a un mot de passe. Ouais. Je te remercie. Donc on va commencer avec une mise en contexte. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous connaissez le pourcentage de trafic qui est lié à la recherche organique, donc au search, et qui renvoie votre site, vers votre site internet ou votre blog? Un petit peu plus haut, s'il vous plaît. Ok. Ok. Combien d'entre vous ont plus de ou égal à 80% en fait, de trafic lié donc au search? Ok. Ouch. Combien ont moins de 70%? C'est mieux. Et combien ont 50% ou moins? C'est excellent. Donc, cette étude montre que le search est la première source de trafic d'un blog avec 51%. Alors, je ne mets pas en doute les résultats de l'étude de Neil Patel, mais nous, sur les clients que nous avons, ce n'est pas représentatif de notre moyenne, ou c'est quand même plus important que ça. Donc, et idéalement, on ne veut pas dépendre donc trop de Google. La vérité, c'est que nous sommes dépendants, voire très dépendants pour les personnes qui sont à 80%, donc de Google et des changements donc d'algorithmes. Et cette situation est encore plus préoccupante lorsqu'on sait que maintenant, de moins en moins de personnes cliquent dans les résultats de la recherche une fois qu'ils ont effectué donc une requête. Donc, en fait, moins d'une requête sur deux conduit un clic sur un résultat en juin 2019. Donc, cette étude a été réalisée par Rand Fishkin, qui est un expert SEO donc, réputé. Et donc, 45,25% des requêtes aboutissent à un clic sur un résultat organique. 50,33% des requêtes aboutissent à aucun clic. Et 4,42% des requêtes aboutissent à un clic suite à une publicité. Donc, bien que cette tendance ne soit pas nouvelle, on constate que c'est la première fois que le zéro clic passe la barre de 50% cette année. Au premier trimestre 2016, le zéro clic donc représentait 43,9% contre 50,33% en juin dernier. Une autre étude, toujours réalisée donc, par la même agence, montre que le taux de clic donc, baisse non seulement donc, aux États-Unis, mais également donc, en Europe. Il est passé donc, de 66,9% en 2016 à 63,6% en 2018. Et on voit qu'il y a une baisse qui est beaucoup plus importante pour le mobile donc, que le bureau, avec un taux de clic qui naît de 45% en 2016 et qui continue à baisser à 36,7% en 2018. Alors, comment expliquer cette situation? Tout simplement parce que l'affichage des résultats dans les SERPs de Google s'est modifié au cours du temps et que Google donc, est devenu un moteur de réponse. Lorsque je cherche maintenant que je tape une question, donc là par exemple, comment modifier la description donc, sur Instagram, je vais tout de suite avoir une réponse. Donc ça s'appelle la position 0 et c'est tout ce qui va se trouver au-dessus de la position 1. Et dans ce cas de figure, j'ai effectivement bien une réponse et je n'ai pas besoin de cliquer sur le premier lien donc, pour pouvoir trouver donc, la réponse que je souhaite avoir.
Ici, donc, un autre exemple, et cette fois-ci, la position 0 va me retourner donc une liste. Elle peut également retourner des tableaux. Là, dans ce cas de figure, je vais être obligée quand même de pouvoir cliquer sur la première réponse pour effectivement consulter l'intégralité donc du contenu qui m'est proposé. Alors quand je parle de liste, c'est pas celle que l'on va faire avec les balises UL, etc. Mais ça peut être très bien avec des balises H2. Sur les deux exemples précédents, la technologie utilisée était les future snippets. Ici, on a encore un autre cas de figure où on va avoir une box qui est en fait qu'on appelle la one box et qui est du contenu qui va être généré donc par les bases de données de Google ou par des partenaires. Donc pour les entreprises qui sont effectivement sur les industries que Google a sélectionnées, donc tout ce qui va être lié au travel, si jamais je continue à cliquer sur cette recherche, je serai redirigée donc vers la page travel donc, de Google. Ça va être très très compliqué effectivement de travailler le contenu et à coup sûr elles vont perdre donc du trafic en raison donc de cette situation. En résumé, donc, vous allez avoir, et vous avez déjà, un impact possible du zéro-clic donc, sur votre stratégie de contenu. La position 0 va vous permettre d'obtenir une certaine visibilité, d'augmenter donc votre notoriété parce que vous allez être propulsé au-delà donc devant les autres réponses, mais par contre ça ne va pas être synonyme de trafic en fonction donc de ce que la position 0 va choisir ou pas. Et ensuite, autre point, c'est que ces futurs snippets vont être importants également pour la recherche vocale, qui touche également les stratégies donc, de contenu, tout simplement parce que ça va être utilisé pour la lecture donc, de tous les appareils autonomes et de Google Home notamment.